vous là. À ce moment, votre rôle justement doit être, quand vous venez nous voir, vous devez pouvoir avoir les dossiers qui sont mâchés et qui permettent justement qui nous permettent de comprendre que vous comprenez notre stratégie et que vous êtes une réponse aux problèmes que nous avons. Est-ce que quand quelqu'un part à l'hôpital, quand tu es malade et que le médecin te dit voici le médicament que tu vas prendre, tu ne le challenges pas. Donc, il y a des gens qui viennent te voir et qui te disent je sais que tu as un problème avec les jeunes. Voici l'événement que je suis en train de faire qui va te permettre de résoudre ton problème. Que tu l'aimes ou que tu ne l'aimes pas, tu es obligé de l'écouter parce qu'il a une solution à un problème que tu as à ce moment-là. Ok? Je ne sais pas si on est en phase. Donc, du coup, il y a 5 questions qui décident de tout. Pourquoi ce projet? Pourquoi maintenant? Parce que la problématique d'hier n'est pas la problématique d'aujourd'hui. Vous l'avez vu. Donc, pourquoi maintenant? Pourquoi cette audience? Tu viens me voir avec un dossier qui cible les jeunes. Pourquoi les jeunes? Pourquoi notre marque? Pourquoi notre marque? Pourquoi c'est notre marque qui est le meilleur partenaire pour accompagner? Et au finish, comment on mesure le succès? Et c'est la partie qu'on oublie. Et on oublie généralement parce qu'on pense que le sponsoring, c'est les relations, on est en train d'aider, alors qu'en fait, si quelqu'un a mis dans son esprit que je suis en train de demander à une marque d'investir, donc il va intégrer qu'il y a la mesure du succès qu'il faut adosser à son projet. Donc, de manière globale, voilà présenter les objectifs et voilà présenter les questions qu'on se pose. Parce que beaucoup disent, je vous ai dit dernièrement, tu peux avoir le relationnel. Le relationnel peut te permettre d'accéder à Robert. Mais la réalité, en fait, c'est que ne vous trompez pas. Robert n'est pas la personne qui décide d'un sponsoring. C'est généralement dans les multinationales ou bien même dans des petites entreprises, il y a des comités, pour ne pas dire le directeur général. Ok? Donc, et maintenant, le cycle de décision, c'est quoi? Généralement, la problématique de sponsoring se gère, il y a le marketing. Il y a le marketing, ils recherchent, ils ont des cibles, et après, il y a la communication, comment on adresse les problématiques qui sont ressorties par le marketing. Après, il y a la finance, parce qu'on parle d'argent. Le directeur financier, lui, il n'est pas là pour dire que c'est FIBA, c'est intéressant, je connais Sylvie, c'est mon ami. Le directeur financier ne parle qu'en termes de retour sur investissement. Je vais te donner 10 millions, Robert, ça va nous permettre de gagner combien? Ok? Et après, il y a le directeur général. Parce que quand le marketing, ce sont les gens, ils rêvent beaucoup. Quand ils ont rêvé, l'équipe de com est venue, l'équipe de com a dit, voilà comment on va faire ça avec le sponsoring. Ils accompagnent le marketing dans les rêves. Le directeur financier ramène ces deux personnes-là à la réalité. Ça coûte combien? Là, on met le ballon au sol. Le directeur général vient arbitrer. Il dit, OK, c'est bon, je vais signer ce sponsoring-là. Et il valide le sponsoring. On part, on active sur le terrain. Et après, on doit revenir, on vient évaluer. Nos postes sont en jeu. Comme je dis toujours aux gens, nos postes sont en jeu chaque jour. Parce qu'en fait, quand tu viens présenter, évaluer un dossier, un sponsoring que tu as eu à accompagner et où tu n'as pas eu les résultats, la réalité, en fait, c'est quand tu deviens quelqu'un qui amène l'entreprise à perdre de la valeur. OK? Donc, comme je disais, le sponsoring est un processus de décision. OK? Et la décision se prend. Ne confondons pas souvent, ce n'est pratiquement pas le responsable de sponsoring qui décide, il n'est qu'un vendeur interne. Donc lui, il part se placer dans des comités et il devient vous, ou vous n'êtes pas. Ça veut dire que c'est lui qui part expliquer pourquoi la marque, pourquoi nous,
Pourquoi l'opportunité? Quel est le retour sur investissement? Il n'y a, je vous rassure, il n'y a aucun directeur général, aucun directeur financier qui va accepter qu'on dise tout simplement que ce sont des amis de Robert, ou bien c'est le dossier est venu de la présidence, ou bien le dossier... Non, rassurez-vous, ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Si ailleurs où ça se passe comme ça, c'est peut-être qu'ils sont en train de gérer les relations publiques. Ça n'a rien à voir avec le sponsoring. Donc, on va venir dans un événement, on va voir la marque en train de s'activer parce qu'on veut faire plaisir à quelqu'un. C'est les relations publiques. Ça n'a rien à voir avec du sponsoring. Parce que quand on est dans le domaine du sponsoring, on est dans le commercial. Donc, pourquoi donc, comme sur la base de ce que j'ai dit, pourquoi les dossiers sont refusés? Les dossiers sont refusés parce qu'il n'y a pas de storytelling, il n'y a pas une histoire derrière. On va revenir. Pas d'indicateur de performance. Donc, ça veut dire que qu'est-ce qu'on gagne? Comment on mesure? OK? Pas de communication engagée. Parce qu'en fait, il ne s'agit pas de mettre le logo tout simplement. Pour beaucoup, le sponsoring, c'est on va mettre le logo, on vous donne la visibilité. En contrepartie, tu donnes le chèque. Ça ne se limite plus là. Ce n'est pas ça. Quel est le plan d'activation qu'on a mis qui nous permettra de rentabiliser cet investissement que nous sommes en train de faire? Quelle est la vision à long terme? Les sponsoring one-shot là, ça peut permettre de résoudre un problème, mais je vous dis la vérité, ce n'est plus ça qu'on recherche. On recherche les plateformes que nous mettons ensemble, nous mettons sur place ensemble pour pouvoir permettre de garantir le succès, le retour sur investissement permanent de la marque, du moins pendant que nous sommes en totale collaboration. Donc, du coup, ça m'amène à revenir. Quelqu'un a parlé de ça la semaine passée entre la RSE, le sponsoring, le mécénat. Je pense que à présent, j'ai beaucoup parlé de sponsoring. Les choses sont claires. On est dans du commercial. On investit parce qu'on veut gagner. Du côté de la RSE, c'est un engagement. C'est un engagement vis-à-vis du développement durable et de l'intérêt général. On est Orange, on est au Cameroun, Orange gagne, le Cameroun aussi doit pouvoir gagner. Donc, on choisit les piliers sur lesquels nous pensons pouvoir aider les Camerounais, la population camerounaise. Ça peut être l'inclusion digitale, ok? Ça peut être le social, donc on met beaucoup d'argent dans le social. Ça peut être la culture. Si c'est important pour la population, on les accompagne dans la culture. Ça peut être sauvegarder leur patrimoine culturel. Ça peut être former les acteurs. Ça peut être former les acteurs culturels. Ok, ça peut être la digitalisation. C'est autant de choses que moi, dans mon quotidien, je fais avec les festivals des 4 aires culturelles de mon pays. À Douala, on a le festival du Makossa. À Yaoundé, on a le festival du Bikoutsi. À l'ouest, on a le festival de Grassfield. Et dans le nord, on a le festival du Sahel. Vous savez que le Cameroun, c'est le continent. Donc, on retrouve tous ces aires culturelles au Cameroun. Nous nous sentons obligés de les accompagner parce que nous faisons du business dans ces aires culturelles. Nous devons sauvegarder notre culture. Là, on est dans la RSE. Ok, on est dans la RSE. Mais généralement, la RSE et le sponsoring parfois finissent même par jumeler de manière à ce que les bons projets sont les projets qui prennent en même temps les objectifs commerciaux et qui permettent également d'avoir les objectifs RSE. C'est ça, si tu parviens à avoir une plateforme comme celle-là, c'est le top, quoi. Donc, c'est important pour vous que vous puissiez intégrer ça parce que ce sont des choses qui apportent de la valeur ajoutée à vos dossiers. Parce qu'un organisateur d'événements qui embarque le côté RSE, comment est-ce que son événement va aider à désenclaver, par exemple, la région? Comment son événement va aider
à aider les artistes à se structurer, ce genre de choses. C'est ce qu'on attend, c'est ce qu'on attend des projets. Donc je disais, avant, le sponsoring, c'était, on veut la visibilité, on met le logo et on demande mon chèque, on aura le chèque quand? Et la preuve qu'on t'envoie, c'est le flyers où on a mis sponsor officiel, on a mis le nom de ta marque. Donc, ils considèrent qu'ils ont déjà fait leur part du job. Ça, c'était l'ancienne normalité. Ça, c'était avant, quand les choses commençaient. Moi, je n'ai pas beaucoup eu la chance de travailler dans cette logique-là. La logique que moi, j'ai connue, c'est il y a une vision, on va te demander, il y a une communauté. Ça veut dire que ton activité parle à combien de personnes? Combien de personnes sont impactées? Il y a l'expérience. Quelle est l'expérience qu'on va mettre sur cette communauté-là pour que mon produit puisse toucher, sentir, goûter mon produit? OK? Maintenant, on va parler des contenus. On est à l'heure du digital. On va parler de quelle est la communauté digitale que tu as. Il y a combien de likes? Il y a combien est-ce que les contenus sont intéressants? On a de la data. Ça veut dire que tu organises cet événement. Est-ce qu'on a la base de données réelles après? Où on peut continuer à activer? Ça nous permet de tomber sur le retour sur investissement. On a dépensé 10 millions. OK? On a gagné combien à court terme? Il ne s'agit pas toujours de dire que parce qu'on met 10 millions, on va gagner 10 millions à la fin de ton événement. Non. On peut mettre 10 millions. Pendant ton événement, on gagne peut-être 1 million. Mais après ton événement, OK, voilà ce qu'on va gagner en fonction des populations que nous avons engagées, en fonction de ta communauté. Et c'est ça qui fait que on met en place un partenariat durable. Le partenariat vient généralement quand on a fait une fois. On a vu que ça a marché. Du coup, on dit que non, sécurisons une fois. Ce qui marche là, il ne faut pas que le concurrent prenne ça, ou bien il ne faut pas qu'une autre personne vienne récupérer alors qu'on a déjà fait quelque chose qui est bien. Qui est fou? Personne n'est fou. Quand quelque chose est bien, avec ou sans relation, on continue avec. Donc, je disais, il y a la place importante du storytelling. Et ça, les gens n'intègrent pas ça. Quelqu'un va venir te dire, on va faire un festival de musique. Ouais, et puis quoi? On fait un festival. Une autre personne va venir te dire, un événement qui célèbre le patrimoine, qui raconte une histoire, qui valorise une identité culturelle et qui crée des expériences mémorables. Vous-même, quand quelqu'un vient vous tenir ce genre de langage par rapport à quelqu'un qui vient vous dire « Je vais organiser un festival de jeunes pendant les vacances », vous allez soutenir quoi? Donc, comme je disais, le but en fait, et le temps que je prends, c'est parce que vous êtes pour la majorité de la diaspora et il est important que nous puissions avoir des ingrédients de marques culturelles fortes. Vos événements doivent devenir des marques culturelles fortes. Parce que quand une marque est forte, elle est forte pourquoi? Parce qu'elle a déjà une communauté, on fait du retour sur investissement, on fait des contenus, on fait tout ce que j'ai eu à citer. Il y a une histoire, il y a une identité, il y a une communauté, il y a de l'expérience, il y a de l'héritage derrière. Donc maintenant, de plus en plus, les événements vont au-delà d'une seule source de revenus. Un bon événement, okay, à sponsoriser, c'est beaucoup d'activités autour. Il y a la billetterie, des sociétés de téléphonie comme nous aujourd'hui. Nous avons des super applications qui permettent de faire de la billetterie. Donc, ça veut dire qu'un événement, un concert au stade où on va vendre des billets, il y a du business que nous sommes en train de faire dedans. Il y a des événements qui nécessitent l'hospitalité. Ça veut dire qu'il y a des marques qui, le concert de Fally Ipupa à Paris, ça donne l'occasion de mettre en place une promotion où on peut faire gagner des places aux gens pour pouvoir partir assister à cet événement. C'est le business qui est derrière. Il y a du merchandising.
Donc, ça veut dire que ce soit les tenues parfois africaines que certains festivals font ou qui sont vendus. Parfois, chez nous aujourd'hui, on les vend même dans nos plateformes, dans nos super applications, comme dans Maxit. On vend les gadgets des événements parce que les gens les cherchent. Si je prends seulement la CAN, si je prends la Coupe du Monde, mais est-ce que vous pensez que quelqu'un va partir à la CAN ou va partir à la Coupe du Monde et ne va pas revenir avec des gadgets qu'il doit venir donner aux gens? Imaginez vos événements comme ça, de manière à ce que quand vos événements atteignent ce niveau-là, c'est parce que ce n'est pas le hasard, c'est parce que c'est travaillé, ok? Il y a du streaming, derrière. Un événement, même si c'est un stade va te prendre, même si un stade te prend 500 000 personnes, il y a des millions et des millions de personnes qui sont à la maison. Donc, ton expérience ne se limite pas tout simplement à ce que tu fais vivre, à ceux à qui tu fais vivre l'expérience. Il y a le plus grand nombre, ils ne sont pas là. Donc, aujourd'hui, on parle de streaming, donc c'est de tout ça qu'il s'agit aujourd'hui. Donc, je vous parle de ça justement parce que nous, et moi dans mon cas, dans la téléphonie, ce sont des opportunités que je recherche dans chaque dossier de sponsoring que je vois parce que je veux que ce soit une plateforme qui nous permette d'activer tout ça. Donc, en d'autres termes, comme on dit, la valeur pour le sponsor, l'image, l'engagement, l'expérience, le business, la fidélité. OK? Donc, et maintenant, nous sommes, comme je dis, les nouvelles tendances. L'intelligence artificielle qui entre, les gens s'amusent avec les choses, les gens, vous êtes en train de vivre, je pense, ceux qui sont au Cameroun, vous êtes en train de vivre ce que Walcola est en train de faire avec, depuis la signature du contrat avec Eto. Je suppose que l'agence vit, chacun qui crée son affiche pour pouvoir dire que moi-même je suis là. Il y a des événements comme ça, c'est ce que nous on a fait à l'époque avec Michael Power, où les gens voulaient récemment, mais on n'avait pas d'intelligence artificielle, nous à l'époque. Aujourd'hui, l'intelligence artificielle aide les gens à faire les visuels où ils montrent leur engagement pour la marque. On parle des influenceurs, des créateurs de contenu. Voici aujourd'hui à TikTok. TikTok passe le temps à sublimer et à valoriser ces événements-là. Donc, de manière globale, c'est une règle d'or. Il faut construire une marque. Vos événements doivent devenir des marques. Et quand on parle marque, on parle marketing. Vous devez faire le marketing, parler le langage que l'équipe marketing et sponsoring du partenaire, de l'annonceur parle. Vous ne devez pas venir en situation d'infériorité. Pardon, donne-moi ce que tu as, non. Accompagne-moi, non. Donc, ça veut dire que c'est le seul argument que tu as. Bon, peut-être que tu connais telle personne qui est l'ami de Robert. Il a demandé à Robert que reçoit ma personne. Donc, toi, tu considères que quand tu es arrivé là, Robert va seulement signer ton chèque, tu repars avec. Ça ne suffit pas pour que Robert puisse présenter les choses à son comité et que son comité valide. Donc, aujourd'hui, ce n'est pas ça. Donc, de manière globale, les sponsors ne financent pas les événements. Si vous devez retenir quelque chose, les sponsors ne financent pas les événements. Ils investissent dans des projets capables de créer de la valeur. Si vous devez retenir une seule chose de notre discussion de ce soir, les sponsors ne financent pas les événements. Ceux qui financent les événements, ce sont les banques. La banque finance l'événement parce que tu prends le crédit, tu viens rembourser. Les sponsors investissent dans les projets capables de créer de la valeur. Si le projet n'est pas capable de créer de la valeur, on n'investit pas, on n'est pas dans du sponsoring. Donc, globalement, c'est un peu ce que je voulais partager avec vous ce soir. Donc, je peux m'arrêter là. Le reste, on peut continuer dans les discussions et autres qui seront des échanges qui vont moi-même également me permettre de mieux comprendre parce qu'en fait, chacun d'entre vous vit une expérience de sponsoring et peut-être que ce soir, je vais aussi me mettre
à l'école de vos différentes expériences. Moi, ce que j'avais comme expérience, c'est ce que je viens de partager avec vous. Merci. Voilà. Merci beaucoup. Merci, monsieur Robert, comment dirais-je? Alors, je vais passer la parole à l'autre. Si vous avez des questions à poser, voilà, monsieur Robert est là. Vous avez la parole. Monsieur Robert, donc, généralement, vas-y, bon, monsieur Opa. Bon, en fait, déjà, je pense qu'il faut encore applaudir et féliciter vraiment M. Robert pour son expertise. Déjà. Et que je pense qu'aujourd'hui, pas mal de personnes qui sont au niveau de cette plateforme ont compris vraiment, parce que c'est pas vraiment, c'est quelqu'un qui a dit comment voir une institution qui cherche à sponsoriser, comment il voit les dossiers, comment il comprend les dossiers. Je pense qu'avec ce qu'il a expliqué, les choses sont beaucoup plus claires pour beaucoup de choses. Le relationnel peut jouer, mais comme il l'a dit, ça ouvre donc une entrée, mais après le reste, et comme la semaine dernière, on l'avait dit, chaque dossier de sponsoring adressé à une structure doit être personnalisé à la structure. Il faut vraiment savoir la structure, qu'est-ce qu'elle cherche, quelles sont ses lacunes, quels sont ses problèmes, où elle veut aller ou où elle n'a pas pu aller. Par exemple, peut-être que sous le contrôle de M. Robert, par exemple, quand quelqu'un vient, il lui dit, bon voilà, on a vu qu'il y a une faible accès au réseau, par exemple, au niveau d'un village. Nous, on a un événement là-bas et on a des solutions. Par exemple, pour le fait que avec votre événement, si les structures de M. Robert peut gagner 100 clients, je suis sûr qu'il va sponsoriser. Donc, il faut toujours proposer la valeur ajoutée. J'aurais bien aimé quand même ce soir rester avec vous, comme je l'ai dit, mais il fallait pas que je rate ça aussi. Mais en tout cas, je lui dis félicitations et je pense qu'il a expliqué. Il y a des gens, ils méritent d'être sponsorisés parce qu'ils ont un bon dossier. Et il y a des gens, ils n'ont pas le mérite parce qu'ils ont des relationnels. Parce que des fois, les relationnels, ça part jusqu'au directeur général, le décideur final. Et je pense que M. Robert aussi pourra le confirmer. C'est lui qui souhaite sponsoriser. Il va demander à son équipe, s'il vous plaît, voyez ce que nous pouvons faire avec lui. Proposez-lui, par exemple, notre nouveau produit pendant lui, il ne savait même pas qu'il y a, mais il lui dit, proposez-lui pendant son événement qu'il diffuse notre nouveau produit. Et moyennement aussi, on va essayer d'investir avec lui. Voilà, en tout cas, bravo, M. Robert. Et puis, moi, je vais vous souhaiter un bon live et normalement au dimanche prochain. D'accord, merci beaucoup. Merci, monsieur. Merci d'être passé. Alors, je vais passer la parole à monsieur Martin. Monsieur Martin, vous êtes là? Vous avez une question à poser à monsieur Robert? La semaine dernière, monsieur Martin. Oui, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Je viens de rejoindre le live et je tiens à encore féliciter M. Robert pour son intervention parce que c'est très important. Il faudrait que le dossier de sponsoring qu'on présente, que ce dossier soit convaincant. Parce que le partenaire qui veut financer doit voir un retour sur investissement. Il ne finance pas juste parce qu'il faut financer, mais il doit s'attendre à un retour positif. Il faudrait que sa structure gagne quelque chose. C'est vrai, on avait parlé le dimanche passé du relationnel, qui est un plus, mais il faudrait qu'il y ait une proposition de valeur ajoutée. Et comme cela a été dit, il faudrait également que le dossier soit personnalisé. Il faudrait que le dossier soit personnalisé. Il faudrait que le sponsor puisse savoir que l'offre qu'on lui adresse prend en compte ses besoins, en fait. Donc, en soumettant le dossier de sponsoring, en proposant
en demandant un sponsoring, il faudrait qu'on veille à travailler, à proposer quelque chose, un plus. Et je pense qu'avec ça, c'est vrai, on ne va pas prendre pour l'excuse que c'est difficile de recevoir des sponsorings. On va pas se cacher derrière ces excuses-là pour ne pas fournir des documents convaincants. Non. Je m'arrête ici. Merci beaucoup. Merci, Monsieur Martin. Je vais passer la parole à Monsieur S.B. Dugan. Oui, bonsoir à tous. Et déjà, j'aimerais dire bonsoir à la présidente. Président, vous êtes très belle ce soir. Merci. Merci beaucoup, Monsieur Robert. Merci pour tout. Merci de nous avoir vraiment considérés. Merci pour cet exposé très édifiant que nous avons vraiment aimé. Maintenant, pour ma part, ce que j'aimerais demander, et étant promoteur culturel et étant également à la recherche de partenariats, est-ce que le fait de déposer seulement le dossier suffit? Est-ce que le fait d'aller déposer un dossier, par exemple, faire une lettre accompagnée d'un dossier de sponsoring, est-ce que cela suffit? Est-ce qu'après cela, il faut faire des suivis? Maintenant, s'il faut faire des suivis, comment est-ce que ces suivis-là doivent être faits? Sur des numéros, est-ce qu'il faut aller directement demander à rencontrer le directeur marketing ou bien le directeur commercial? J'aimerais un peu comprendre, après avoir déposé le dossier ou bien après avoir fait un bon dossier et faire le dépôt, quelles sont les démarches à suivre derrière ça? Merci beaucoup. Ok. Bon, je vais répondre là directement. La première chose, et il y a beaucoup d'erreurs que les demandeurs de sponsoring font, ils ne mettent pas leur contact. Ils demandent le sponsoring, il n'y a ni numéro de téléphone, ni adresse email, ni site internet, bref, ils ne sont pas joignables. Par principe, une entreprise qui suit les process qualité, chaque fois qu'une entreprise reçoit une correspondance, elle a obligation de répondre. OK? Donc, du coup, quand on ne vous répond pas, ça revient à dire que peut-être qu'on n'a pas vu où vous répondre. Et c'est généralement, quand vous avez déposé le dossier, si je prends le cas chez Orange, nous sommes évalués nous avons reçu combien de dossiers, est-ce que nous avons fait le retour. Donc, du coup, les dossiers qui ne correspondent pas à nos axes, à nos priorités et autres, on répond systématiquement pour pouvoir dire désolé, soit nous avons reçu le dossier tard, soit le dossier ne correspond pas. Si on n'a pas répondu au dossier, ça revient à dire qu'on est en train de le traiter parce que peut-être qu'on a vu une opportunité. Je peux voir une opportunité, mais que je m'en vais défendre au niveau, par exemple, de mon comité. OK? Donc, du coup, on peut vous écrire pour vous dire, OK, peut-être parce qu'on a besoin de plus d'informations et autres. Et généralement, c'est quand le process est arrivé au niveau du comité et que le comité peut-être a dit oui ou le comité a dit non qu'on va revenir encore vous dire que peut-être c'est bon, on passer pour qu'on puisse avoir une lecture approfondie de votre